Laurent Simonin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur le plateau ce matin. Vous avez dirigé toute la sécurité pour la police nationale, la gendarmerie, enfin tout le dispositif que vous aviez mis en place pour assurer la sécurité pour l'ensemble du festival, jeudi, vendredi et samedi. Il y avait combien d'hommes et de femmes qui étaient disposés un peu partout pour veiller à la sécurité du festival? Alors il y avait le dernier jour, puisqu'en fait le dispositif a évolué en fonction des jours, c'est-à-dire qu'il était moindre jeudi qu'il ne l'a été samedi, du fait des améliorations qu'on a pu apporter à la construction du dispositif et puis au nombre de personnes. Pour la journée de samedi, parce que je pense que c'est celle qui vous intéresse, il y avait une soixantaine d'agents de sécurité privée et de policiers municipaux qui étaient strictement à l'intérieur du dispositif, et il y avait à l'extérieur environ 80 policiers et gendarmes mobiles. C'est énorme. Pour Mayotte, oui, c'est important. Et c'est indispensable pour assurer la sécurité de 10 000 personnes, puisqu'il y avait 10 000 participants en réalité. Alors oui, c'est indispensable. Enfin, si on fait les ratios par rapport aux effectifs qu'on peut aligner sur des concerts de taille assez importante en métropole, on est même un petit peu en dessous de ce qu'on peut avoir. Alors globalement, les gens qui voulaient venir assister, ils étaient fouillés. Comment ça se passait les entrées au démarrage, avant le concert? Alors, et pendant, puisque les gens sont arrivés jusqu'à 23h à peu près. Les gens sont arrivés en fait pratiquement jusqu'à la fin du concert, et en fait on a même empêché les derniers de rentrer, puisqu'on a dû reconfigurer le dispositif de la position entrée à la position sortie pour laisser des espaces suffisamment importants pour que le public s'écoule. C'est d'ailleurs ce qui nous a sauvés, je pense, à la fin du spectacle, quand il y a eu le mouvement de foule, puisqu'on avait ôté les barrières avant du dispositif de Serpentin. Pour répondre à votre question, oui, j'avais souhaité que l'ensemble des personnes soient fouillées, enfin une fouille du même type qu'on peut voir dans les stades de football ou les concerts ailleurs, c'est-à-dire qu'il y avait une palpation de sécurité des gens, et puis on regardait le contenu de leur sac. On est même allé jusqu'à regarder ce qu'il y avait à l'intérieur des chaussures, puisque les premières armes qu'on a trouvées étaient cachées dans les chaussures des personnes qui sont arrivées. Le premier couteau, le premier poing américain ont été trouvés en dessous de la semelle de la chaussure. Et vous avez comme ça trouvé combien d'armes? Alors on l'a trouvé sur 5 personnes. En fait, il y avait deux dispositifs. Il y avait un dispositif donc, qui visait donc, à fouiller les gens pour essayer d'éliminer les personnes qui avaient des armes par destination, surtout des armes blanches. Et puis je me doutais qu'à l'occasion du festival, on aurait aussi des personnes qu'on recherchait qui viendraient. Donc j'avais mis un dispositif complémentaire avec un physionomiste pour essayer de repérer des personnes qu'on recherche depuis un moment, et ça a porté ses fruits pour 2 d'entre elles, et je suppose qu'après, lorsque les autres ont vu le dispositif à l'extérieur, elles ne sont pas venues. Et alors ces 2 personnes qui ont été, donc, je suppose, interpellées après avoir été reconnues, donc les enquêtes vont pouvoir avancer sur les affaires sur lesquelles elles sont a priori mises en cause, c'était quand même des faits graves. Oui, effectivement, il y avait une tentative d'assassinat pour l'un, et pour l'autre, c'était des faits de violence avec une ITT très importante. Donc ça a marché en réalité. Oui, ce fonctionnement a marché. Bon, ensuite, c'est évident que c'est comme quand la police se déplace dans un quartier. Au bout de quelques minutes, tout le monde sait qu'elle est là. Donc bon, ça marche en gros la première heure ou les 2 premières heures. Après, c'est plus compliqué. Mais alors, du coup, les personnes que vous n'autorisiez pas à entrer parce que porteurs d'armes ou n'acceptant pas d'être fouillées ou peut-être aussi un peu avinées, etc., qu'est-ce qu'elles devenaient? Alors en fait, il y a 2 types de comportements. Donc tout le monde rentre, hein, c'est le principe de la gratuité du concert. Et ensuite, on voit au comportement de la personne si elle peut en fait rejoindre la foule. Donc on a effectivement rejeté des personnes qui étaient ivres. On a fait également sortir des personnes qui refusaient d'être fouillées. Et puis on a expulsé des groupes entiers, notamment un de Doujani, qui en fait s'était rassemblé à l'intérieur de l'enceinte et qui
qui commençaient à s'agiter, c'est-à-dire qu'ils sautaient tous ensemble, et ce qui faisait peur en fait aux autres festivaliers. Et donc comment on va vers un groupe de jeunes comme ça, qui visiblement n'a pas envie de faire la fête gentiment, comment on fait pour les faire sortir sans que ça génère la pagaille avec les autres? Alors là, c'est un petit peu les limites de l'exercice, c'est-à-dire qu'on entoure le groupe, il faut rameuter des policiers un petit peu partout sur l'ensemble de l'enceinte, on les entoure et puis on les pousse vers la sortie. Donc ce qui veut dire que ce qu'on a pu faire, c'était pour des groupes qui étaient sur les pourtours, on ne s'est pas risqué en fait à le faire pour des personnes, des groupes qui auraient été constitués au milieu de la foule, parce que ça aurait été trop problématique. Une fois que la bagarre a éclaté devant la table de mixage, entre la table de mixage et la scène, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le rôle finalement de la police nationale, de la gendarmerie, de la police municipale et des agents de sécurité? Comment vous avez fait pour gérer? Alors en fait, notre principale préoccupation, c'était d'éviter que les gens qui courent se heurtent à des obstacles matériels. Donc on avait déjà commencé, à partir du dernier concert, on avait enlevé tout le serpentin qui servait à la fouille des gens qui passaient devant nous. Donc on avait tout enlevé et il ne nous restait qu'une simple petite rangée de barrières. En fait, on a juste eu le temps d'enlever cette petite rangée de barrières pour qu'il n'y ait pas d'obstacles. Et puis j'ai repositionné aussi une partie des gendarmes très en amont, c'est-à-dire qu'ils sont montés au niveau du rond-point Passau, des policiers aussi, puisqu'en fait on savait qu'il fallait protéger les personnes qui allaient sortir à l'extérieur de l'enceinte. On ne peut pas s'opposer, au contraire, il faut accompagner le flux des personnes qui courent en fait vers l'extérieur et qui n'ont qui veulent partir en réalité. Qui veulent partir, oui. Et visiblement, ils n'ont pas eu si peur que ça, puisque après il y a eu une barge. Juste après le mouvement de foule, beaucoup ont repris la barge pour rentrer en petite terre. Et visiblement, l'ambiance, elle n'était plus sur la place de la République, mais elle était dans la barge. Les jeunes chantaient, dansaient, ils prolongeaient la fête dans la barge. Donc c'est que finalement, ça s'est pas trop mal passé. J'ai pas suivi la barge, donc j'étais occupé ailleurs, mais je vous l'accorde. Alors, les émeutiers que vous aviez sûrement repoussés et fait sortir, ils étaient en faction, selon les témoignages, en partie devant la BFC, attendant, je suppose, la moindre occasion pour fiche le bazar. Là, ils ont cassé des grosses pierres pour en avoir des plus petits projectiles. Ils se sont mis à caillasser les voitures qui étaient là et puis à caillasser également le public qui essayait de fuir. Comment on fait pour protéger le public? Parce que s'ils font demi-tour et qu'ils reviennent vers l'intérieur, c'est problème aussi, ça. En fait, il faut agir tout de suite sur les émeutiers, c'est-à-dire sur la cause du problème. Donc c'est ce qu'on a fait. Alors ça a des conséquences et des effets collatéraux. C'est-à-dire que pour agir vite, quand vous n'êtes pas à côté de ces personnes, on n'a qu'un seul moyen, ce sont des grenades lacrymogènes. Donc les grenades lacrymogènes, ça veut dire aussi qu'il y a un nuage ensuite lacrymogène qui peut gêner les gens lorsqu'ils sont représentés. Mais si on n'avait pas fait ça, en fait, on aurait eu un flux inverse, comme on a pu le connaître dans des manifestations sportives importantes à l'étranger. Et c'est en fait là qu'on a le plus de soucis, c'est-à-dire quand un flux fait demi-tour et rencontre la fin en fait du flux qui lui va tout droit. Donc là, il y a des bousculades et des gens qui tombent, oui, et des gens piétinés. Voilà, à Hillsborough, sur un match de foot ou à Glasgow, on a des morts par dizaines. Parce que les gens sont piétinés en fait, et on pouvait avoir d'autant plus peur le samedi soir que j'ai pu voir, parce que j'étais à côté des files d'attente toute la soirée, qu'il y avait beaucoup de personnes qui sont venues avec des enfants en bas âge, et c'était des victimes toutes trouvées si elles n'étaient pas sur les épaules de leurs parents. Parce qu'effectivement, il y avait les 11 000 personnes, les 10 000 personnes qui étaient à l'intérieur de l'enceinte, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient devant le comité du tourisme, qui étaient assis le long de la nationale, qui remontaient vers la chambre de commerce, et puis qui étaient aussi vers les espaces de taxi et qui étaient là pour profiter. Et là, c'était plutôt des familles, donc il y avait des parents avec des jeunes enfants, enfin c'était très visible en fait. Les gens ont eu peur du mouvement de foule. Comment on réagit? Ils ont tous couru, ils sont tous partis, ou certains étaient perdus?
En fait, il n'y avait pas tant de personnes que ça au niveau de la station de taxi, au niveau de la place de la Barge. Là où il y avait beaucoup de monde, c'était le long de la route nationale, puisqu'en fait les trottoirs étaient complets sur toute la longueur de la route comprise entre la BFC et puis le quai Colas. Donc c'était assez nourri et les gens étaient tranquillement assis voire debout. Profiter en fait. Voilà, ils avaient même laissé la vacuité de la circulation. Enfin, ils étaient très, très calmes, ça se passait bien. Et on avait notre groupe qui, dans un premier temps, avait simplement été expulsé de l'enceinte, mais qui ne posait pas de problème tant que les gens ne sont pas sortis, qui étaient devant la BFC. Il y avait encore quelques personnes le long du marché, mais finalement assez peu sur la place, ce qui nous a permis d'avoir une place qui était à peu près vide pour permettre à tous ceux qui ont souhaité s'enfuir de l'enceinte de partir. En fait, ceux qui sont partis de l'enceinte, ce sont essentiellement ceux qui étaient sur le chemin de sortie de la Barge et qui n'avaient pas souhaité en fait intégrer le parking parce qu'ils trouvaient peut-être qu'il y avait trop de monde déjà sur le parking et surtout ça leur permettait d'être plus près de la Seine puisque s'ils étaient arrivés en dernier, ils auraient été à la fin du parking alors que là, ils pouvaient être finalement de côté mais à proximité de la Seine. Et donc bien voir le concert et donc profiter. C'est des questions qui se posent, mais finalement le concert était gratuit, beaucoup de monde est venu. Si le concert avait été payant, ça aurait changé quoi pour vous ? À mon avis, c'était exactement pareil. Pourquoi ? Parce qu'avec un concert payant, en fait, la sono est tellement forte qu'on peut l'entendre de partout. Donc, les gens se seraient agglutinés autour, comme les 2000 très tranquilles qu'on a vus. On en aurait eu encore davantage et on aurait eu des mouvements de foule à l'extérieur, c'est-à-dire sur la route nationale et puis sur le pourtour du concert, mais là, avec une majorité de gens qui n'étaient pas fouillés. Donc c'est mieux finalement d'avoir un concert gratuit parce qu'on gère mieux la sécurité. En fait, on maîtrise davantage le périmètre. En fait, il faut une enceinte très très importante qui permette aux gens donc, de partir très facilement en cas de souci. Et c'est ça un petit peu la clé du succès. Et il faut une enceinte fermée. Alors, une fois que ça a donc dérapé et que les émeutiers ont commencé à caillasser le public, vous, avec les forces de l'ordre, vous avez repoussé les émeutiers. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Parce que ça a dégénéré partout dans Mamoudzou jusque tard dans la nuit. Alors en fait, ce qui s'est passé, on a essayé, mais je vois qu'on n'a pas complètement réussi à la vidéo que j'ai pu voir tout à l'heure, à empêcher une majorité de gens d'aller dans le centre de Mamoudzou, c'est-à-dire dans la rue du Commerce, puisque en fait on a eu quelques voitures dégradées avec des pare-brises cassés dans le secteur Ngombani. Donc on n'a pas réussi, mais le reste, la majorité des gens sont partis et par la route nationale vers le nord et vers le sud. Et en fait, on a bien vu le public qui arrivait. C'était un public très jeune, moins de 20 ans pour la plupart. Des jeunes qui sont venus en bande, puisque ici, c'est un peu un petit peu le constat qu'on peut faire. Les jeunes ne se déplacent pas individuellement pour assurer leur protection, mais aussi pour faire des bêtises. Et en fait, les groupes sont repartis dans leur quartier de façon constituée. Et il faut pas se leurrer, parmi les milliers de jeunes qui avaient là, bon, la plupart étaient plutôt sympas, mais on avait aussi notre clientèle habituelle des soirées. Donc ceux de Kaweni ont en fait mis des barrages enflammés à Kaweni, ceux de Passamenti, ceux de Sunzu, ceux de Doujani. Donc je pense que chaque quartier a voulu marquer sa présence d'une triste façon. Et dans la particularité, c'est qu'ils ont tous fait des barrages enflammés. Oui, ils ont tous fait des barrages avec les gros conteneurs, les conteneurs poubelles. Donc en fait, le premier quartier où on est intervenu massivement, c'est celui de Kaweni. Parce qu'on n'a pas envie de revoir ce qu'on a pu voir le 17 août. Donc on a réussi, comme on est arrivé très vite, on a pu enlever les conteneurs avant qu'ils soient totalement brûlés et qu'ils se répandent sur la chaussée en une espèce de magma gluant avec les roulettes à l'intérieur. Donc sur Kaweni, ça n'a pas posé de problème. Et ensuite, on avait un petit peu de retard donc pour intervenir sur celui de Doujani, enfin sur ceux de Doujani 2, Doujani 3. Et en fait, quand on est arrivé, les poubelles avaient déjà bien fondu et on a dû sécuriser l'endroit parce qu'il y avait quand même pas mal de tirs de projectiles en attendant que les pompiers
pompiers, qui étaient les seuls à pouvoir œuvrer, puissent intervenir. On a fait la même chose à Passamenti, et à Tsunzu, les feux étaient moins importants, et on a réussi nous-mêmes à les éteindre et à repousser les braises sur le côté de la chaussée. Et pendant que vous gériez ces barrages et ces émeutiers, la population qui rentrait chez elle, qui allait peut-être vers Doujani, comment ils circulaient, comment ils progressaient en rentrant dans leur village? Alors en fait, quand on a commencé à traiter Doujani, les gens ont quand même une certaine expérience ici, comme dans les pays où il y a beaucoup d'attentats. Ils ont attendu sur la rocade de Msapere, les voitures étaient arrêtées, les gens étaient sortis des voitures et attendaient en fait qu'on ait traité le problème pour pouvoir repasser. Donc on avait, quand je suis passé pour aller à Doujani, il y avait en fait une file d'attente qui allait du rond-point de Doujani pratiquement jusqu'à Msapere, de véhicules qui étaient à l'arrêt et qui attendaient qu'on enlève les deux gros brasiers, puisque le brasier plus important était celui de Doujani 3. Et les pompiers arrivaient quand même à circuler, parce que s'il y a des voitures en attente, eux ils ont des camions, il faut quand même arriver sur place. C'est pas non, mais là, quand vous avez un barrage, en fait, ça arrête la circulation des deux côtés. Donc vous avez une file qui est pleine de voitures et l'autre file elle est vide, puisque en fait donc ils peuvent accéder. Quand même, Laurent Simonin, vous êtes expérimenté de toutes ces questions d'insécurité, de maintien de l'ordre, de gros événements. Vous en avez géré un peu partout en France, et notamment en Île-de-France. Franchement, est-ce que c'est normal ce que les gens, ce que la population vit? Vous vous rendez compte des gens qui attendent sur la rocade, que vous déblayez tranquillement, sagement, que vous ayez déblayé les barricades pour pouvoir passer? La population, elle s'est quand même largement habituée à tous ces problèmes de troubles à l'ordre public. Elle s'est habituée, mais je ne pense pas qu'on puisse nous s'habituer et qu'elle puisse continuer à faire ça. Donc on essaye d'œuvrer tous les jours pour élucider des affaires. Hein. On voit d'ailleurs ce qui s'est passé à Doujani, à Kaweni au mois de juillet. On a déjà pas mal, une douzaine d'interpellations. On a eu 7 personnes qui ont été écrouées. On continue de cette façon-là, mais je pense qu'il ne faut pas s'habituer. Et je pense que pour un professionnel comme moi, il faut en fait s'arrêter de travailler à Mayotte si on trouve ça normal. En fait, il faut toujours s'en inquiéter et trouver ça absolument révoltant. Et là, il y a eu des interpellations samedi soir? Alors, il y a eu des interpellations en fait avant, c'est-à-dire de groupes qui allaient au concert. Donc, on en a même vu interpeller avec des cocktails Molotov, c'est dire comment ils étaient équipés. Il y a eu une deuxième série d'interpellations, c'était au niveau du point de filtrage, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, et on en a eu une seule ultérieurement, puisqu'on s'aperçoit que sur les différents points où il y avait des barrages, en fait, on n'a pas de contact avec les jeunes, on ne les voit pas. On arrive sur le point pour voir exactement ce qui se passe. Là, on reçoit des cailloux, souvent de jeunes qu'on ne voit pas, puisqu'en fait, ils se sont embusqués, ils se sont cachés dans la végétation ou en profitant des habitations. Et puis, dès qu'on arrive et qu'on les repousse un petit peu, en fait, on est toujours à une 50aine de mètres. Et vous savez que on n'a pas forcément de la lumière partout, donc c'est plus compliqué. Oui, et puis ils se jouent aussi de vous pour se cacher. Et donc, exactement. Un concert comme celui-là, il faut en réorganiser d'autres? Alors moi je pense que la volonté de la mairie de Mamoudzou, c'est un petit peu de créer des animations qui n'existaient pas, en tout cas d'après ce que j'ai compris ces dernières années. Moi je pense qu'il ne faut pas laisser la rue aux personnes qui nous ont embêtés samedi soir. Finalement on est passé assez près de la réussite. Bien sûr. Puisque les 2 premiers jours ça a fonctionné. Le 3e jour jusqu'à 23h, en fait on a tenu. Ouais. En fait on a une population mais qui est peut-être très sensible à ce genre de bagarre ou de mouvement qui a pensé que les choses allaient véritablement empirer et qu'il était urgent de partir, mais on n'aurait pas eu de mouvement de foule. Je pense, pour être tout à fait honnête, qu'on aurait eu un concert qui aurait été satisfaisant, mais qui n'aurait pas empêché tous les événements qu'on a pu avoir après à la dispersion, compte tenu finalement de la concentration inégalée de jeunes sur un endroit déterminé et qui n'avaient pas forcément décidé d'arrêter tout de suite la soirée. En tout cas, merci beaucoup pour le travail que vous avez fait pour assurer la sécurité des 10 000 personnes, parce que je le rappelle, il y a eu quelques malaises, mais il n'y a pas eu de personnes piétinées, il n'y a pas eu de personnes décédées, et il y avait quand même 10 000 personnes, et vous le disiez, 2 000 autour, ça fait 12 000 personnes qui ont dû partir assez rapidement, sans incident. Merci beaucoup, Laurent Simonin. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.